J'espère que tu aimeras être à la rue, car j'ai fait en sorte que tu n'obtiennes rien. Mon père a prononcé ces mots, d'une voix suffisamment forte, pour que tout le monde dans la salle d'audience puisse l'entendre. Quelques personnes se sont agitées, mal à l'aise, sur leur siège. D'autres ont souri. Un homme, près du fond, a même ricané. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme de la fumée de cigarette. Lourd, laid, impossible à ignorer. J'ai fixé mon père, à l'autre bout de la pièce. William Morgan, 68 ans, propriétaire d'une entreprise de construction florissante à Columbus, dans l'Ohio. Un homme d'affaires respecté, un généreux donateur pour l'Église, un homme que les gens qualifiaient d'honorable. Un homme qui, pendant la majeure partie de ma vie, m'avait traité comme si j'étais une erreur. Et à cet instant précis, il avait l'air fier. Ni en colère, ni ému, mais fier. Comme si le fait d'humilier sa propre fille, en public, constituait une sorte d'exploit. Puis, j'ai ri. Pas un rire nerveux, ni un rire amer, mais un rire sincère. Le genre de rire qui vous échappe, avant même que vous ne puissiez l'arrêter. Le sourire de mon père s'est évanoui. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» a-t-il aboyé. Avant que je ne puisse répondre, le juge a levé les yeux, s'arrachant au document posé devant lui. Son regard s'est posé sur moi. Pendant un instant, il a semblé confus, puis curieux, et ensuite, étrangement familier. « Attendez », a-t-il dit. La salle d'audience tout entière a plongé dans le silence. Il s'est penché en avant. « Vous êtes la jeune femme qui... » Et soudain, toutes les personnes présentes dans cette pièce m'ont dévisagé. Mais, pour expliquer ce qui s'est passé ensuite, je dois d'abord vous raconter comment j'en suis arrivé là. Car cette bataille juridique n'a pas commencé ce matin-là. Elle a débuté il y a plus de 20 ans. À l'époque où je n'étais qu'une petite fille, essayant désespérément de gagner l'amour de son père. Je m'appelle Rachel Morgan. J'ai 34 ans. Et, pendant la plus grande partie de mon existence, j'ai cru qu'il y avait un problème avec moi. J'ai grandi dans un quartier modeste, en périphérie de Columbus. Mon père construisait des maisons. Ma mère restait au foyer. Mon frère aîné, Michael, avait 6 ans de plus que moi. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine parfaite. Mais, à l'intérieur de la maison, les choses semblaient bien différentes. Michael était la fierté de mon père. Moi, j'étais simplement là. Je l'ai remarqué, bien avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans. Si Michael obtenait un B à un examen, papa célébrait la nouvelle. Si je n'avais que des A, papa hochait la tête, et changeait de sujet. Si Michael marquait un essai au football, papa invitait toute la famille à dîner au restaurant. Si je remportais un prix académique, il oubliait généralement d'assister à la cérémonie. Au début, je pensais qu'il me suffisait de faire plus d'efforts. Les enfants supposent toujours qu'ils peuvent mériter l'amour, alors j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai travaillé plus dur à l'école, j'ai aidé aux tâches ménagères, j'ai évité les ennuis, et j'ai figuré au tableau d'honneur chaque année. Mais rien n'a changé. Un soir, alors que j'avais environ 13 ans, j'ai fini par poser la question à ma mère. « Papa ne m'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Elle a eu l'air d'avoir le cœur brisé. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait me dire la vérité. Au lieu de cela, elle a eu un faible sourire. « Bien sûr qu'il t'aime. » Je me souviens avoir fixé mon assiette. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle n'a jamais répondu. Ce silence m'a poursuivi pendant des années. Michael n'a pas arrangé les choses. En grandissant, il a commencé à ressembler de plus en plus à notre père. Confiant, arrogant, et certain que le monde tournait autour de lui. Papa lui a offert des opportunités, que je n'ai jamais reçues. Un emploi d'été dans l'entreprise, un véhicule de fonction, du mentorat commercial, et des présentations pour développer son réseau. Lorsque Michael a obtenu son diplôme universitaire, papa lui a confié un poste de direction. Pas d'entretien, pas de mise en concurrence, il le lui a simplement donné. De mon côté, j'ai financé mes études d'infirmière grâce à des bourses, et à des emplois à temps partiel. Papa l'a à peine remarqué. Et puis, le 11 septembre est arrivé. Comme des millions d'Américains, j'ai regardé les tours s'effondrer. Quelque chose a changé en moi. Je voulais que ma vie ait un sens. Je voulais servir une cause, bien plus grande que moi. 1 an plus tard, je me suis engagé dans l'armée.
La conversation que j'ai eue avec mon père, ce jour-là, reste l'un des souvenirs les plus clairs de ma vie. Nous étions assis à la table de la cuisine. J'avais 20 ans, j'étais nerveuse, mais enthousiaste. Papa, je me suis engagé. Il m'a dévisagé. Quoi? L'armée? Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. Ensuite, il a ri. Non pas parce qu'il pensait que je plaisantais, mais parce qu'il pensait que j'étais stupide. L'armée. J'ai hoché la tête. Je veux servir. Son visage s'est durci. Tu veux gâcher ta vie. Je ne vois pas les choses de cette façon. Bien sûr que non. Ce fut le début de notre plus longue dispute. Il m'a dit que je faisais une erreur. Je lui ai répondu que j'avais pris ma décision. Il m'a accusé d'abandonner la famille. Je lui ai rappelé que Michael avait déjà l'entreprise. Finalement, il s'est levé. Tu vas le regretter. Je n'ai jamais oublié ces mots, car je ne l'ai jamais regretté. Pas une seule fois. La vie militaire n'était pas facile. Il y a eu des déploiements, de longues nuits, des situations dangereuses, et des amis qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais, pour la première fois de ma vie, j'avais ma place quelque part. Personne ne se souciait de savoir de qui j'étais la fille. Personne ne se souciait de savoir qui mon père préférait. L'armée mesurait les performances, le caractère, la discipline, et la confiance. Des choses que je pouvais, réellement, contrôler. Au fil du temps, je suis devenu infirmière de combat, puis officier. J'ai bâti une carrière, noué des amitiés, et trouvé un but. Pendant ce temps, ma relation avec mon père devenait de plus en plus froide. Les appels téléphoniques se sont faits rares. Les visites sont devenues plus courtes. Chaque fête de famille me donnait l'impression d'entrer dans une pièce où je n'étais pas désiré. Pourtant, j'ai continué d'essayer. Car, peu importe notre âge, une partie de nous reste cet enfant, qui attend qu'un parent lui dise enfin « Je suis fier de toi ». Ces mots ne sont jamais venus. Des années ont passé. Puis, mon grand-père est décédé. Papy Henri était très différent de mon père. Gentil, patient, et juste. Il nous traitait, Michael et moi, sur un pied d'égalité. Lors de mes visites, il me posait des questions sur mes déploiements, sur mes patients, et sur ma vie. Il écoutait vraiment. Après sa disparition, j'étais anéanti. Les funérailles ont été éprouvantes, mais ce qui s'est passé ensuite s'est révélé encore pire. Quelques mois plus tard, mon père m'a informé qu'il y aurait une audience pour la succession. Rien d'inhabituel à cela. Les familles gèrent des héritages tous les jours. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Honnêtement, je ne me souciais pas tellement de l'argent. J'y ai assisté, par pur respect pour mon grand-père. Puis, je suis arrivé au tribunal. Immédiatement, l'atmosphère m'a semblé étrange. Michael avait l'air suffisant. Mon père semblait confiant. Ma mère, elle, paraissait nerveuse. Les avocats ont échangé des documents, et l'audience a commencé. Les dossiers ont été examinés, l'un après l'autre. Puis, l'annonce est tombée. Michael allait presque tout recevoir. Les parts de l'entreprise, les comptes d'investissement, les propriétés, les économies. Absolument tout. Moi, je ne recevais rien. Pas un euro, pas un souvenir, pas même la vieille montre de mon grand-père. Rien. Pendant un instant, je suis resté assise là, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Ensuite, mon père s'est penché vers moi. Un sourire s'est étiré sur son visage. Le sourire d'un homme qui inflige, enfin, une punition qu'il attendait de donner depuis des années. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a dit. J'espère que tu aimeras être à la rue, car j'ai fait en sorte que tu n'obtiennes rien. La salle est devenue silencieuse. Je l'ai regardé. Et puis, j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que, soudainement, quelque chose clochait profondément. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et, à en juger par l'expression qui se dessinait sur le visage du juge, je n'étais pas la seule à le ressentir. La salle d'audience est restée silencieuse, après la remarque de mon père. Je pouvais sentir des dizaines de regards passer de l'un à l'autre. Certaines personnes semblaient gênées pour moi. D'autres semblaient curieuses. La plupart semblaient supposer qu'il assistait à un simple conflit d'héritage. Une fille amère, un père déçu. Rien d'inhabituel.
Le juge, cependant, ne regardait plus mon père. Il me regardait, moi, directement. Ses yeux se sont plissés, non pas de suspicion, mais de reconnaissance. Le genre d'expression que prend quelqu'un, lorsqu'il essaie de se rappeler où il a déjà vu un visage. Il a jeté un coup d'œil au document, puis m'a regardé à nouveau, puis a baissé les yeux. La pièce semblait étrangement figée. Même mon père paraissait déstabilisé. « Votre honneur ?» a fini par demander son avocat. Le juge n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a ajusté ses lunettes. « Mademoiselle Morgan » a-t-il dit lentement. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» J'ai cligné des yeux. « Non, monsieur. » Son front s'est plissé. C'est étrange. Il m'a étudié encore un instant. Puis il a secoué la tête, et a reporté son attention sur les documents. L'audience a repris, mais quelque chose avait changé. Je le sentais. Le juge n'était plus attentif de la même manière qu'auparavant. Toutes les quelques minutes, il jetait un nouveau coup d'œil vers moi, comme s'il tentait de résoudre un puzzle. Pendant ce temps, mon père était assis, confiant, à côté de Michael. Aucun d'eux n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient tout simplement. Ils croyaient avoir déjà gagné. Et peut-être qu'ils auraient gagné, si la vie n'avait pas pris une tournure très inattendue, plusieurs années auparavant. Une tournure dont ma famille ignorait presque tout, parce qu'ils ne posaient jamais de questions. La majeure partie de ma carrière militaire était invisible à leurs yeux. Ils savaient que je servais, ils savaient que je partais en déploiement. C'était à peu près tout. Chaque fois que je rentrais à la maison, les conversations duraient rarement plus de quelques minutes. Papa demandait quand je comptais quitter l'armée. Michael parlait de l'entreprise. Maman essayait de maintenir un climat poli. Et puis, nous rentrions tous chez nous. Personne n'a jamais demandé ce que j'avais vécu à l'étranger. Personne n'a jamais demandé ce que j'avais vu, ni qui j'étais devenu. C'est peut-être pour cela, qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'Afghanistan. 5 ans plus tôt, je servais en tant qu'infirmière de combat, rattachée à une unité de l'armée opérant près de Kandahar. Ce n'était pas mon premier déploiement, mais ce fut le plus difficile. La région était dangereuse. Des bombes artisanales sur les routes, des attaques à la roquette, une incertitude constante. Chaque journée exigeait une concentration absolue. La moindre erreur pouvait coûter la vie à quelqu'un. À l'époque, j'étais capitaine, et suffisamment expérimenté pour garder mon calme sous la pression. Du moins, la plupart du temps. L'incident qui a tout changé s'est produit par un après-midi de juillet, inhabituellement chaud. Je me souviens de la chaleur, plus que de toute autre chose. L'air était lourd, la poussière semblait tout recouvrir. Nous venions de rentrer d'une patrouille, lorsque les alarmes ont retenti à travers la base. Au début, personne ne comprenait ce qui se passait. Puis, l'explosion a eu lieu. Le souffle a secoué le sol sous nos pieds. Les fenêtres ont volé en éclats. La fumée a rempli l'air. Les gens ont commencé à crier. L'entraînement a pris le dessus, et tout le monde a bougé de façon automatique. Les soldats se sont précipités vers des positions défensives. Les infirmiers se sont précipités vers les blessés. Moi, j'ai couru vers l'explosion. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que c'est ce que font les infirmiers de combat. Quand tout le monde fuit le danger, nous courons droit vers lui. La structure touchée s'était partiellement effondrée. Un incendie se propageait rapidement dans l'une des sections. Plusieurs soldats étaient pris au piège à l'intérieur. La situation était chaotique. Des gens hurlaient des informations contradictoires. Personne ne savait exactement combien de personnes manquaient à l'appel. Je me souviens avoir atteint l'entrée du bâtiment. Un sergent m'a attrapé le bras. « Capitaine, c'est trop dangereux. » Je me suis dégagé. Il y a encore des gens à l'intérieur. Et je suis entré. La fumée était étouffante. La visibilité, terrible. La chaleur me donnait l'impression d'ouvrir la porte d'un four directement sur mon visage. À l'intérieur, tout n'était que confusion. Du béton brisé, du métal tordu, des débris qui tombaient. J'ai localisé le premier soldat blessé, près d'un mur effondré. Il était conscient, mais incapable de marcher. Je l'ai traîné dehors, puis je suis rentré. Encore et encore. Chaque aller-retour devenait plus périlleux. L'incendie continuait de s'étendre.
Certaines parties de la structure devenaient instables. Quelqu'un, à l'extérieur, a crié que le toit risquait de s'effondrer. Ils avaient probablement raison. Mais il y avait encore des voix à l'intérieur. Je pouvais les entendre. L'une d'elles appartenait à un jeune lieutenant, d'à peine 25 ans, coincé sous les décombres, et terrifié. J'ai réussi à l'atteindre lors de mon 4e passage. La situation était critique. Sa jambe était coincée. La fumée s'épaississait. Le plafond gémissait au-dessus de nous. L'espace d'un instant, j'ai sincèrement cru que nous allions y passer tous les deux, mais, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons dégagé. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Seulement de fragments. Le poids, la chaleur, l'épuisement, et le son des gens qui criaient à l'extérieur quand nous avons émergé. Puis, l'obscurité. Je me suis réveillé 2 jours plus tard. Commotion cérébrale, inhalation de fumée, blessure mineure. Rien qui ne mette ma vie en danger. Le lieutenant a survécu. Plusieurs autres aussi. Au total, 6 soldats ont été sortis de ce bâtiment. L'armée a mené une enquête. Des déclarations ont été recueillies. Des rapports ont été rédigés. Et la vie a continué. Du moins pour moi. Plus tard, l'armée m'a décerné une médaille pour ce sauvetage. Il y a eu une cérémonie, quelques photos, un peu de couverture médiatique. Les choses habituelles. Je n'y ai jamais beaucoup repensé par la suite. La plupart des vétérans ne le font pas. Vous faites votre travail, et vous passez à autre chose. D'ailleurs, d'innombrables militaires avaient accompli des actes bien plus héroïques que je ne le ferai jamais. Ce qui comptait pour moi était simple, des gens étaient rentrés chez eux en vie. C'était suffisant. La chose la plus étrange est arrivée des mois plus tard. J'ai reçu une lettre, manuscrite, totalement inattendue. À l'intérieur, il y avait un message du père du jeune lieutenant que j'avais aidé à sauver. Il me remerciait d'avoir sauvé son fils. Il disait qu'il n'y avait pas de mots assez forts pour exprimer sa gratitude. La lettre était profondément personnelle, très sincère. Je l'ai gardée dans un tiroir. Sans plus. La vie a repris son cours. Un autre déploiement, une autre affectation, une autre année. Finalement, j'ai complètement oublié cette lettre. Et apparemment, ma famille n'a jamais su qu'elle existait. Non pas qu'ils s'en seraient souciés. De retour dans la salle d'audience, l'audience entamait sa 2e heure. Les avocats continuaient de discuter des actifs, des évaluations immobilières, des transferts de comptes. Un jargon juridique qui ennuyait tout le monde, à l'exception des avocats eux-mêmes. J'ai remarqué que le juge devenait de plus en plus distrait. À un moment donné, il a carrément retiré ses lunettes. Il m'a fixé, non pas de façon désinvolte, mais intensément. Puis, il a ouvert un dossier, a feuilleté plusieurs pages, et s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés. Une sensation étrange s'est installée dans mon estomac. Le juge avait soudainement l'air d'avoir trouvé quelque chose d'important. De très important. Lentement, il a relevé la tête. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Mon père a bougé sur sa chaise. « Qu'y a-t-il » a murmuré Michael. Personne n'a répondu. Le juge continuait de me dévisager. Pendant plusieurs longues secondes, il n'a rien dit. Puis, son expression a complètement changé. De la reconnaissance. Une reconnaissance absolue. Comme si la pièce manquante du puzzle s'était enfin mise en place. Il s'est penché en avant. « Mademoiselle Morgan ?» J'ai hoché la tête. « Oui, votre honneur. » Sa voix semblait presque incrédule. « Votre nom complet est Rachel Anne Morgan. »« Oui, monsieur. » Il s'est adossé lentement. Un regard de stupéfaction a traversé son visage. Puis il a murmuré des mots, qui ont fait rater un battement à mon cœur. Des mots que je ne m'attendais pas à entendre dans ce tribunal. Mon Dieu! Le juge me dévisageait, et soudain, j'ai réalisé qu'il se souvenait exactement de qui j'étais. Mon Dieu! La voix du juge s'est à peine élevée au-dessus d'un murmure. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, tout le monde dans la salle l'a entendu. La pièce a plongé dans un silence absolu. Plus de froissement de papier, plus de conversations chuchotées, plus de mouvements. Juste le silence. Je suis resté pétrifié sur ma chaise. Le juge me regardait, comme s'il venait de voir un fantôme.
Mon père avait l'air irrité. Michael semblait confus. Les avocats ont échangé des regards perplexes. Finalement, le juge a retiré ses lunettes. Mademoiselle Morgan, a-t-il dit avec précaution. Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Je me suis levé lentement. Tous les regards de la pièce m'ont suivi. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Le juge a continué de m'étudier. Puis il a posé une question, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Étiez-vous en service près de Kandahar, il y a 5 ans? Mon estomac s'est noué. Oui, monsieur. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le juge a hoché la tête lentement. Et étiez-vous le capitaine de l'armée, qui est entré dans un bâtiment des opérations en flammes, à plusieurs reprises, après une attaque ennemie? La salle est devenue encore plus silencieuse. Je pouvais réellement entendre le ronronnement du système de climatisation au-dessus de nous. J'ai hésité, non pas parce que je cachais quoi que ce soit. Je détestais simplement en parler. Oui, monsieur. Le juge a fermé brièvement les yeux. Quand il les a rouverts, il semblait plein d'émotion. Très ému. Mon père a bougé, de façon inconfortable. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre affaire, a-t-il demandé. Le juge l'a ignoré. Au lieu de cela, il a continué de me regarder. Capitaine Rachel Morgan. Je n'avais entendu personne m'appeler ainsi depuis des mois. Pas depuis mon départ du service actif. Ce titre résonnait étrangement, à l'intérieur d'un tribunal des successions. Le juge a hoché la tête pour lui-même. Puis, il s'est tourné vers les spectateurs, vers les avocats, vers tout le monde. Je n'arrive pas à y croire. Mon père a froncé les sourcils. Votre honneur. Le juge a fini par le regarder. Ce qui s'est passé ensuite, a changé toute l'atmosphère de la pièce. Vous ne savez vraiment pas qui est votre fille, n'est-ce pas? La question a frappé mon père comme une gifle. Son visage a rougi immédiatement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Le juge s'est calé au fond de son fauteuil. Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. Puis, il m'a regardé directement. Je dois à cette femme, plus que je ne pourrai jamais rembourser. La salle a explosé de murmures. Mon père avait l'air stupéfait. Michael avait l'air encore pire. J'ai senti mon cœur commencer à battre la chamade. Car soudain, je savais exactement ce qui se passait. La lettre. Le jeune lieutenant. Le père. Oh mon Dieu. Le juge n'était pas seulement quelqu'un qui avait entendu parler du sauvetage. Il était le père. La réalisation m'a frappé de plein fouet. La salle d'audience semblait rétrécir autour de moi. Le juge s'est lentement levé. Personne ne l'a interrompu. Personne n'a osé. Mon fils servait en Afghanistan, il y a 5 ans. Sa voix était stable, mais l'émotion affleurait sous chaque mot. Il s'est retrouvé coincé à l'intérieur d'un bâtiment, après une attaque ennemie. Plusieurs personnes, dans la salle, se sont penchées en avant. Le juge a poursuivi, l'armée nous a informé qu'il y avait eu des victimes. Ses yeux ont dérivé vers le sol. Je me souviens encore d'avoir reçu cet appel téléphonique. Pour la première fois, il ressemblait moins à un juge, et davantage à un père. Un père qui se remémorait l'un des pires jours de sa vie. Ma femme et moi avons passé des heures à croire que notre fils était peut-être mort. La salle d'audience est restée silencieuse. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Nous avons appris, par la suite, qu'il avait survécu. Parce qu'un médecin de combat est entré, à plusieurs reprises, dans une structure en feu pour secourir des soldats piégés. Il m'a regardé. Directement. Ce médecin de combat était le capitaine Rachel Morgan. Une exclamation de surprise, collective, a balayé la pièce. J'ai entendu quelqu'un murmurer « Ouah ». Une autre personne a chuchoté « Pas possible ». Mon père s'est contenté de me dévisager. Le sourire confiant qu'il avait arboré toute la matinée, avait complètement disparu. Le juge n'en avait pas terminé. La plupart des gens n'entendent jamais parler d'actes de courage comme celui-là. Son regard a balayé la salle. Ils se produisent tous les jours, parmi les hommes et les femmes qui servent ce pays. Puis il a de nouveau regardé mon père. Mais, parfois, l'une de ces histoires devient très personnelle. Sa voix s'est adoucie. Mon fils est rentré à la maison, grâce à elle.
Personne n'a pris la parole. J'ai senti des dizaines de regards braqués sur moi. Toute cette attention me mettait mal à l'aise. Cela avait toujours été le cas. J'aurais aimé pouvoir disparaître, mais le juge a continué. Le capitaine Morgan a subi des blessures pendant le sauvetage. J'ai secoué doucement la tête. Elle n'était pas grave. Il a souri tristement. C'est exactement ce que mon fils a dit que vous diriez. Quelques personnes ont ri doucement. La tension est retombée l'espace d'un instant. Puis, le juge a plongé la main dans sa mallette. Il a ouvert un porte-document en cuir usé. À l'intérieur, il en a retiré un morceau de papier plié. Je l'ai reconnu immédiatement. Une copie de la lettre. Celle qu'il avait écrite des années auparavant. Je garde ça dans mon bureau, a-t-il dit, la voix plus basse. Je la lis à chaque journée des anciens combattants. Ma gorge s'est serrée. Je ne m'attendais pas à cela. Pas du tout. Le juge a déplié le papier. Puis, il a lu quelques lignes à voix haute. Pas beaucoup. Juste assez. Assez pour comprendre. Assez pour ressentir le poids, derrière les mots. Un père remerciant la femme qui a sauvé son fils. Une famille exprimant une gratitude, qui ne pourrait jamais être véritablement remboursée. Quand il a terminé, personne n'a parlé. Plusieurs personnes avaient l'air émues. Une femme âgée, dans le public, a essuyé ses yeux. Même l'un des avocats semblait mal à l'aise. Le genre de malaise qui survient, lorsqu'on réalise qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Le juge a replié la lettre avec soin. Puis, il s'est de nouveau tourné vers mon père. Ce qui me surprend le plus, a-t-il dit, c'est que cela semble être une nouvelle pour sa propre famille. Mon père a dégluti. Pour la première fois de la journée, il avait l'air de douter de lui-même. Michael a fini par prendre la parole. Tu ne nous l'as jamais dit. Je l'ai regardé. Tu n'as jamais posé la question. Les mots sont sortis doucement. Sans colère, sans amertume. Simplement juste. Michael a détourné le regard. Ma mère a baissé la tête. Des larmes commençaient à perler dans ses yeux. Je n'étais pas sûr si elles venaient de la fierté, ou de la culpabilité. Peut-être des deux. Le juge a lentement regagné son siège. Mais avant de s'asseoir, il a dit quelque chose, que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. Y compris moi. Il a regardé directement mon père. Son expression était calme, contrôlée, mais on y décelait une pointe d'acier. Le genre d'acier qui naît de la conviction. Vous ne savez peut-être pas qui est votre fille, monsieur Morgan. La salle retenait son souffle. Mais moi, je le sais. Le silence. Un silence absolu. Mon père avait passé des décennies à se bâtir une réputation, à construire son autorité, à asseoir son statut. Pourtant, à ce moment précis, il a paru plus petit que je ne l'avais jamais vu. Non pas parce que le juge l'avait humilié, mais parce que la vérité l'avait fait. Pendant des années, papa m'avait considéré comme la fille décevante. La fille qui avait abandonné l'entreprise familiale. La fille qui avait choisi le service militaire, plutôt que son approbation. La fille qui ne pourrait jamais être à la hauteur de Michael. Maintenant, des étrangers dans cette salle d'audience, me regardaient avec plus de respect, que mon père ne m'en avait témoigné en 20 ans. Et, pour la première fois, je crois qu'il s'en est rendu compte. Le juge a de nouveau jeté un coup d'œil au document de la succession. Son expression a changé. Le moment d'émotion était passé. Il redevenait un juge. Professionnel, méthodique, incisif. Il a pris l'un des dossiers, a feuilleté plusieurs pages, puis s'est arrêté. Ses yeux se sont plissés. La pièce est redevenue silencieuse. Une autre sorte de silence. Pas de l'émotion. De l'inquiétude. Le juge a examiné un document. Puis un autre, puis encore un autre. Lentement, il a regardé l'avocat de mon père. Maître. L'avocat s'est redressé. Oui, votre honneur. Le juge a tapoté la paperasse d'un doigt. Son visage était devenu indéchiffrable. J'ai une question, concernant ces transferts d'actifs. L'expression de mon père a changé instantanément. Et, pour la première fois de la journée, j'ai vu de la peur. De la vraie peur. Cette peur n'est apparue qu'une seconde. La plupart des personnes présentes l'ont probablement manqué.
Mais pas moi. Quand vous passez des années dans l'armée, vous apprenez à remarquer d'infimes changements chez les gens. Une mâchoire qui se crispe, un changement soudain de posture, un regard qui dure une fraction de seconde de trop. La peur a une façon bien à elle de se révéler, et mon père avait peur. Le juge a brandi un document. Maître, pouvez-vous expliquer ce transfert? L'avocat de mon père a ajusté ses lunettes. Quel transfert, votre honneur? La propriété de Riverside. L'avocat a accepté le document. Son air confiant s'est évanoui, presque immédiatement. Il me faudra un instant. Le juge a hoché la tête. Vous l'avez. Une tension étrange s'est installée dans la pièce. Le genre de tension qui survient, lorsque quelque chose d'inattendu s'invite dans la conversation. Quelque chose que personne n'avait prévu. Mon père était assis, parfaitement immobile. Trop immobile. Michael l'a remarqué, lui aussi. Papa? Aucune réponse. Papa. Mon père l'a enfin regardé. Ce n'est rien. Mais cela n'avait pas l'air d'être rien. Le juge continuait d'examiner la paperasse. Plusieurs minutes se sont écoulées. Puis, il a localisé un autre document. Son expression s'est assombrie encore davantage. Intéressant. Personne n'aime entendre ce mot. Surtout pas les avocats. L'avocat s'est raclé la gorge. Votre honneur, il y a peut-être une explication administrative. Peut-être. Le juge a pris un autre dossier. Alors peut-être pourrez-vous expliquer celui-ci également. L'avocat l'a pris. Il l'a lu, puis a froncé les sourcils. Je l'ai observé attentivement. Quoi qu'il ait vu, il ne s'y attendait clairement pas. Cela m'a surprise. Jusqu'à cet instant, j'avais supposé que toutes les personnes impliquées savaient exactement ce qui se passait. Apparemment, ce n'était pas le cas. Le juge s'est adossé. Faisons une courte suspension de séance. Son marteau a frappé. Les gens ont immédiatement commencé à murmurer. Les avocats se sont rassemblés autour des tables. Les spectateurs discutaient de l'histoire militaire, qu'ils venaient d'entendre. L'atmosphère était désormais complètement différente. L'audience pour la succession s'était transformée en autre chose. En quelque chose de bien plus grand. Je suis restée assise. Les commérages ne m'intéressaient pas. Je voulais simplement des réponses. Quelques instants plus tard, ma mère s'est approchée. Elle paraissait plus âgée que dans mes souvenirs. Plus petite, d'une certaine manière. Fragile. Rachel. J'ai levé les yeux. Salut, maman. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas, je savais déjà de quoi elle parlait. Le sauvetage. J'ai hoché la tête. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai esquissé un sourire triste. À quel moment aurais-je pu vous le dire? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce qu'elle connaissait la réponse. Il n'y avait eu aucun moment. Pas un seul. Au fil des ans, nos conversations s'étaient transformées en échanges polis, sur la météo, les vacances et nos emplois du temps. Rien de plus profond. Rien de réel. Ma mère s'est assise à côté de moi. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a murmuré quelque chose qui m'a fait plus de mal que prévu. J'aurais dû poser des questions. J'ai hoché la tête. Ouais. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'aurais dû poser beaucoup de questions. À l'autre bout de la pièce, Michael se disputait discrètement avec notre père. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire leur langage corporel. Michael avait l'air frustré. Papa semblait sur la défensive. Rien que cela, c'était inhabituel. Pendant la majeure partie de ma vie, Michael avait suivi la direction de papa sans jamais broncher. À présent, quelque chose avait changé. La suspension de séance s'est terminée 15 minutes plus tard. Tout le monde a regagné sa place. Le juge s'est immédiatement remis à examiner les documents. Pas de bavardage, pas de délai. Directement au but. Avant de poursuivre, il a déclaré « J'ai des inquiétudes » concernant plusieurs transactions liées à cette succession. La salle est redevenue silencieuse. L'avocat s'est levé. Nous sommes prêts à répondre à toute inquiétude, votre honneur. Bien. Le juge a brandi un dossier. Parce que j'en ai beaucoup.
Quelques personnes ont échangé des regards nerveux. Le juge a commencé à énumérer des dates, des transferts de propriété, des réallocations d'investissement, des modifications des registres de propriété. Tout cela semblait incroyablement ennuyeux, jusqu'à ce qu'il atteigne une date bien précise. Une date qui a fait pâlir le visage de ma mère. Le juge l'a remarqué. Vous reconnaissez cette date? Ma mère a hésité. Oui. Quelle en est la signification? Elle a regardé mon père. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait garder le silence, tout comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Puis, une chose inattendue s'est produite, elle a répondu. C'est la semaine où mon père a été hospitalisé. La pièce s'est figée. Le juge a hoché la tête. Votre père étant Henry Lawson? Oui. Mon grand-père. Le juge a poursuivi, les dossiers médicaux indiquent qu'il était lourdement sous traitement pendant cette période. L'avocat de mon père s'est levé précipitamment. Objection. Sur quel fondement? L'avocat a hésité. Le juge a attendu. Aucune réponse n'est venue. Finalement, le juge a continué, au cours de cette même période, de multiples modifications de la succession ont été exécutées. La pièce semblait se resserrer autour de nous. J'ai regardé mon père. Son visage était devenu inexpressif, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Le juge n'accusait encore personne. Il se contentait d'exposer les faits. Pourtant, ces faits semblaient de plus en plus troublants. Puis est venu le moment qui a tout changé. Le juge a ouvert un autre dossier, très épais. Il en a sorti un document manuscrit. Qu'est-ce que c'est? A demandé Michael. Personne n'a répondu. Le juge a examiné le papier avec soin. Puis il a parlé. Il semble s'agir d'une version antérieure du plan de succession de Monsieur Lawson. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Une version antérieure. L'avocat avait l'air confus. Je n'étais pas au courant de l'existence d'un tel document. Apparemment, plusieurs autres personnes ne l'étaient pas non plus. Le juge a commencé à lire des extraits à haute voix. Pas tout. Juste assez. Assez pour établir un fait choquant. Le plan de succession original de mon grand-père divisait les actifs à parts égales, entre Michael et moi. 50-50e. Exactement. Équitablement. La salle d'audience a explosé. Les gens chuchotaient ouvertement maintenant. Même les avocats semblaient stupéfaits. Je suis resté pétrifié, incapable d'assimiler ce que je venais d'entendre. À parts égales. Papy avait voulu que ce soit équitable. Pendant toutes ces années, j'avais supposé qu'il préférait simplement Michael, tout comme papa. Apparemment, je m'étais trompé. Lourdement trompé. Ma gorge s'est serrée. Je me suis soudainement souvenu d'innombrables conversations avec grand-père. La façon dont il m'avait toujours traité avec équité. La façon dont il ne m'avait jamais comparé à Michael. La façon dont il avait toujours écouté. Bien sûr. Bien sûr qu'il ne m'avait pas exclu. Il ne l'aurait jamais fait. La révélation m'a frappé, comme un coup de poing dans la poitrine. De l'autre côté de la pièce, Michael avait l'air horrifié. Papa. Mon père regardait droit devant lui. Sans bouger. Sans parler. La voix de Michael tremblait. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Toujours pas de réponse. Le juge a plié le document, puis a regardé mon père droit dans les yeux. Monsieur Morgan. Rien. Monsieur Morgan. Lentement, papa a levé les yeux. La voix du juge est restée calme, mais ferme. Pouvez-vous expliquer pourquoi le plan de succession original de votre beau-père diffère si radicalement de la version finale? Le silence. Un long silence. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de ma vie, William Morgan semblait complètement pris au dépourvu. L'homme avait toujours des réponses, avait toujours des explications, contrôlait toujours la pièce. Pas aujourd'hui. Le juge a poursuivi, peut-être plus important encore. Il a soulevé un autre document. Pouvez-vous expliquer pourquoi plusieurs transferts semblent ne bénéficier qu'à un seul héritier? Michael avait l'air abasourdi. Un héritier? Le juge a tourné une page. Votre fils. Le sang s'est retiré du visage de Michael, car soudain, il venait de comprendre.
Il ne s'agissait pas simplement de mon exclusion. Il ne s'agissait pas juste de favoritisme. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grave. Si ces documents étaient exacts, mon père ne m'avait pas seulement fait du mal. Il avait peut-être manipulé une succession entière. La succession appartenant à un homme mourant qui lui faisait confiance. Et, pour la première fois, Michael a regardé papa, non pas avec admiration, mais avec doute. Le juge a refermé le dossier. Son expression était grave. J'ordonne un examen complet de ces dossiers. La salle a éclaté en murmures. Mon père a fini par prendre la parole. C'est ridicule. Le regard du juge s'est durci. Non, monsieur Morgan, il a fait une pause. Ce qui est ridicule, c'est que ces questions n'aient pas été posées plus tôt. Et soudain, j'ai compris une chose. L'audience de la succession ne prenait pas fin. Elle ne faisait que commencer. Pendant la plus grande partie de ma vie, mon père avait été l'homme le plus fort dans toutes les pièces où il entrait. Pas physiquement, pas émotionnellement, mais socialement, financièrement, professionnellement. Les gens écoutaient quand William Morgan parlait. Les banquiers le respectaient. Les propriétaires d'entreprises cherchaient ses conseils. Les dirigeants de l'église louaient sa générosité. Les voisins admiraient son succès. Mon père avait passé des décennies à se forger une réputation. Et maintenant, pour la première fois, je regardais des fissures se former dans ses fondations. L'examen ordonné par le tribunal s'est déroulé rapidement. Plus vite que je ne m'y attendais. Le juge a reporté la suite de la procédure de succession, dans l'attente des résultats de l'enquête. En l'espace de quelques semaines, des comptables ont commencé à éplucher les registres, les transactions immobilières, les relevés bancaires, les documents de succession, les déclarations fiscales. Tout. Je suis retourné à ma vie normale. Du moins, j'ai essayé. Je n'étais plus en service actif, ayant récemment fait la transition vers un emploi civil, dans le domaine de la santé, au sein d'un centre médical pour vétérans, près de Columbus. Mes journées étaient remplies de patients. Des hommes et des femmes qui avaient servi le pays. Beaucoup portaient des blessures visibles. D'autres portaient des blessures invisibles. Travailler avec eux m'aidait à garder les pieds sur terre. Le drame de la salle d'audience me paraissait loin, jusqu'à ce que les coups de téléphone ne commencent. C'est d'abord ma mère, puis mon avocat, puis Michael. Tout le monde voulait me parler. Tout le monde voulait soudainement des réponses. Pendant des années, personne n'avait montré beaucoup d'intérêt pour ma vie. Maintenant, mon téléphone ne cessait de sonner. L'ironie ne m'avait pas échappé. Un après-midi, mon avocat m'a appelé. Rachel, j'ai pensé que vous aimeriez une mise à jour. J'étais assise dans ma cuisine, avec une tasse de café. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Un silence. Cela dépend de la façon dont on définit une bonne nouvelle. Ce n'était pas très encourageant. Qu'ont-ils trouvé? Plus que prévu. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi le savait déjà. Les preuves devenaient difficiles à ignorer. Plusieurs transactions semblaient douteuses. Certaines avaient eu lieu pendant que mon grand-père était sous l'emprise de puissants médicaments. D'autres impliquaient des changements soudains de propriété. Quelques signatures étaient en cours d'analyse par des spécialistes médico-légaux. Ces mots m'ont retourné l'estomac. Non pas parce que j'étais surprise. Car je ne l'étais pas. Au fond de moi, je crois que je savais, depuis des années, que quelque chose n'allait pas. Je n'avais simplement jamais voulu croire que mon père puisse aller aussi loin. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence pendant un long moment. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas justifiée. Je me sentais triste, profondément triste. Parce que chaque nouvelle découverte ne nuisait pas seulement à mon père, elle détruisait toute la famille. Une semaine plus tard, le journal local a publié un article. Rien de dramatique. Juste un bref rapport, sur un litige en cours concernant l'héritage d'un homme d'affaires bien en vue. Aucune accusation, aucune conclusion, juste des faits. Pourtant, cela a suffi. Dans les petites communautés, les gens remarquent les choses. En quelques jours, les rumeurs se sont propagées. Des questions ont suivi. Les partenaires commerciaux sont devenus prudents. Les clients sont devenus nerveux. Les gens ont commencé à parler. Pour la première fois depuis des décennies, mon père ne contrôlait plus le récit.
La vérité commençait à parler d'elle-même. Puis, Michael s'est présenté chez moi, à l'improviste. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait l'air épuisé. Plus vieux, vaincu. Rien à voir avec le grand frère sûr de lui dont je me souvenais. Quand j'ai ouvert la porte, il s'est tenu là, maladroitement. On peut parler? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine. Cette même table où je payais habituellement mes factures, et triais mon courrier. Rien de luxueux. Rien d'impressionnant. Michael a fixé son café, pendant près d'une minute. Il a fini par prendre la parole. Est-ce que tu savais? Savoir quoi? Que papy voulait que les choses soient divisées équitablement. J'ai secoué la tête. Non. Ses épaules se sont affaissées. Moi non plus. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a ri, amèrement. J'ai passé ma vie entière, à croire que j'avais tout mérité. Ces mots transportaient une douleur sincère. Pas de l'arrogance, de la douleur. Je pensais que papa me faisait plus confiance. Je l'ai regardé attentivement. La réalisation le frappait de plein fouet. Car le favoritisme blesse tout le monde, y compris le favori. Surtout le favori. Cela crée des attentes impossibles, des relations faussées, une fausse confiance en soi. Michael était enfin en train de s'en rendre compte. Je n'ai jamais demandé ça, a-t-il dit doucement. Je sais. Je croyais honnêtement que papy avait changé d'avis. Je sais. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Tu me détestes, n'est-ce pas? La question m'a surprise. J'y ai réfléchi sérieusement. Des années de ressentiment, des années de traitement injuste, des années de comparaison. Puis j'ai secoué la tête. Non. Son expression s'est légèrement adoucie. Je le ferai probablement, à ta place. J'ai esquissé un sourire triste. Peut-être quand j'étais plus jeune. Nous sommes restés assis en silence. Pour la première fois de notre vie, nous n'étions pas en compétition. Nous ne nous disputions pas. Nous ne jouions pas les rôles que notre père nous avait assignés. Nous étions simplement deux personnes, essayant de comprendre ce qui était arrivé à notre famille. Avant de partir, Michael s'est arrêté à la porte. Rachel. Ouais. Je suis désolé. Les mots étaient simples, mais sincères. Et, d'une certaine façon, ça comptait beaucoup. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Sa voix paraissait fragile. Tu pourrais passer? J'ai failli dire non. Failli. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison où j'avais grandi. La même maison, le même porche d'entrée, le même érable dans la cour. Tout me semblait familier, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, plus petit. Ma mère m'a accueilli à la porte. Dès l'instant où j'ai vu son visage, j'ai su que quelque chose avait changé. Elle paraissait épuisée. Épuisée émotionnellement. Nous nous sommes assises dans le salon. La pièce où des décennies d'histoire familiale s'étaient déroulées. Anniversaire, matin de Noël, dispute, silence. Tout ça. Ma mère a tortillé un mouchoir entre ses mains. Puis, elle a enfin dit ce qu'elle portait en elle depuis des années. Je savais que certaines choses n'allaient pas. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas tout. Sa voix s'est brisée. Mais j'en savais assez. Ces mots m'ont blessé. Non pas parce qu'ils m'ont choqué, mais parce qu'ils confirmaient ce que j'avais toujours soupçonné. Tu aurais pu dire quelque chose. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je sais. Tu aurais pu me défendre. Tu aurais pu arrêter une partie de tout ça. Elle a baissé la tête. Je sais. La pièce est retombée dans le silence. Pendant des années, j'avais imaginé cette conversation. J'avais imaginé crier, j'avais imaginé de la colère, j'avais imaginé une confrontation. Au lieu de cela, tout ce que j'ai ressenti, ce fut de la tristesse. Ma mère n'était pas cruelle. Elle n'était pas mauvaise. Elle était faible. Et la faiblesse a des conséquences. Parfois, elles sont dévastatrices. Avant que je ne parte, elle m'a serré dans ses bras. Longtemps. Plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait quand j'étais jeune. Aucune de nous n'a dit grand-chose. Il ne restait plus grand-chose à dire.
Les semaines se sont transformées en mois. L'enquête s'est poursuivie. Les preuves se sont accumulées. Les questions se sont multipliées. Pendant ce temps, mon père semblait se retirer du monde. Les amis l'appelaient moins souvent. Les déjeuners d'affaires ont disparu. Les invitations aux événements de la communauté se sont raréfiées. Les gens qui le louangeaient autrefois, évitaient désormais les conversations gênantes. Le succès attire la compagnie. Le scandale crée la distance. Un soir, je suis passé en voiture devant le bâtiment de son entreprise. Le parking était presque vide. Les lumières étaient éteintes. Pour une raison que j'ignore, cette image est restée gravée dans mon esprit. Non pas parce que je m'en réjouissais. Je ne m'en réjouissais pas. L'homme qui avait passé des décennies à courir après le statut, découvrait à quel point ce statut était fragile. L'argent peut disparaître. La réputation peut s'effondrer. Le pouvoir peut s'estomper. Ce qui reste, c'est le caractère. Et le caractère est bien plus difficile à bâtir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouvel appel de mon avocat. L'examen était presque terminé. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, alors qu'un long silence s'installait. Puis il a dit quelque chose, que je n'oublierai jamais. « Rachel, je crois que votre père est sur le point de perdre, bien plus que ce procès. » Après avoir raccroché, je me suis assise seule dans l'obscurité tombante. Je pensais. Non pas à l'héritage, ni à l'argent, ni à la vengeance. Je pensais à la famille, aux choix, et aux conséquences. Et, quelque part de l'autre côté de la ville, peut-être pour la première fois de sa vie, William Morgan était assis seul avec les siennes. 3 semaines après que mon avocat m'ait informé que l'enquête touchait à sa fin, j'ai reçu un appel téléphonique auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était mon père. L'espace d'un instant, je suis simplement resté là, à dévisager l'écran. William Morgan. Je ne me souvenais pas de la dernière fois, où il m'avait appelé de lui-même. Habituellement, la communication passait par ma mère, ou alors, il n'y en avait pas. Le téléphone a sonné 4 fois, avant que je ne décroche. Allô. Le silence. Puis, sa voix. Plus âgée que dans mes souvenirs. Fatigué. Rachel. J'ai attendu. J'aimerais te voir. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste ces mots. Je me suis adossé à ma chaise. Pourquoi? Une autre pause. Parce qu'il y a des choses que j'aurais dû dire il y a bien longtemps. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que, après 20 ans, cette déclaration semblait absurde. Il y avait des milliers de choses qu'il aurait dû dire. Des milliers. Au lieu de cela, il avait choisi le silence, la critique, la distance. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tapait doucement contre la vitre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je comprends. Sa voix semblait vaincue. Pas en colère. Pas sur la défensive. Vaincue. Quelque chose là-dedans m'a perturbé. Mon père n'avait jamais eu l'air vaincu auparavant. Pas une seule fois. Finalement, il a repris la parole. S'il te plaît. Un seul mot. Silencieux. Presque fragile. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait refuser. Une partie de moi voulait raccrocher. Une partie de moi voulait se protéger de ce qui allait suivre. Mais une autre partie de moi était tout simplement fatiguée. Fatiguée de porter de vieilles blessures. Fatiguée des questions sans réponse. Fatiguée de me demander pourquoi. Où ça? Au parc commémoratif des vétérans, près du centre-ville. Je connaissais l'endroit. Un parc paisible surplombant la rivière. Plusieurs monuments. Des rangées de noms gravés. Un endroit où les gens venaient pour se souvenir, pour réfléchir, pour faire leur deuil. Demain matin. D'accord. Et c'était tout. L'appel s'est terminé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que j'avais peur d'être encore déçu. Le lendemain matin était frais et couvert. Le genre de matinée dans l'Ohio, qui semble plus vieille que ce que le calendrier indique. Je suis arrivé en avance. De vieilles habitudes de la vie militaire. Mon père était déjà là. Assis sur un banc, près du mur du mémorial.
Pendant un instant, je me suis contenté de l'observer. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Pas physiquement. Spirituellement. Comme si la vie était finalement devenue plus lourde que ce qu'il pouvait supporter. Quand je me suis approché, il s'est levé maladroitement, presque nerveusement. Je ne me souvenais pas de l'avoir jamais vu nerveux. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête. Aucun de nous ne s'est assis immédiatement. Le silence s'étirait entre nous. 20 ans de silence. Finalement, je me suis assise sur le banc. Il s'est assis à côté de moi, à plus d'1 mètre de distance, comme des étrangers. Peut-être que c'est ce que nous étions. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le vent faisait bruisser les arbres voisins. Un drapeau bougeait doucement, au-dessus du monument. C'est mon père qui a fini par briser le silence. J'ai vu le rapport d'enquête. J'ai attendu. Ils ont trouvé assez de choses. Sa voix sonnait creux. Les conclusions avaient été dévastatrices. Plusieurs modifications de la succession avaient été jugées irrégulières. De nombreux transferts avaient été annulés. Les conséquences judiciaires finales étaient encore en train d'être résolues. Mais la vérité ne faisait plus aucun doute. Je sais. Il a fixé le mur commémoratif. Je mérite la plus grande partie de ce qui m'arrive. Cet aveu m'a surprise. Mon père avait passé sa vie entière à fuir ses responsabilités. Et pourtant, il était là, à les accepter. Du moins, en partie. Malgré tout, je n'étais pas prête à lui faciliter la tâche. La plus grande partie? Il a hoché la tête lentement. C'est une question juste. Pendant plusieurs secondes, il a rassemblé ses pensées. Puis il m'a surprise à nouveau. Je n'étais pas en colère parce que tu avais rejoint l'armée. J'ai cligné des yeux. De toutes les choses que je m'attendais à l'entendre dire, celle-ci n'en faisait pas partie. Quoi? Je sais que c'est ce que tu as cru. C'est ce que tu as dit. Je sais. Ses yeux restaient fixés sur le mémorial. Mais ce n'était pas la vérité. J'ai croisé les bras. Alors quelle était la vérité? La réponse a mis du temps à venir. Et quand elle l'a fait, elle est sortie avec une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix blessée. Mon frère, a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. Mon oncle Daniel était mort, bien avant ma naissance. La famille parlait rarement de lui. Presque jamais. Il s'est engagé à 19 ans. Mon père a dégluti. Il a été tué à l'étranger. Le vent a semblé s'arrêter. L'espace d'un instant, le monde a paru très calme. Je sais. Non. Il a secoué la tête. Tu connais les faits. Ses yeux sont devenus distants. Je me souviens des funérailles. La douleur dans sa voix était indéniable. Je me souviens de ma mère, qui pleurait toutes les nuits. Il a regardé en direction de la rivière. Je me souviens de mon père, qui n'a plus jamais été le même. J'ai écouté, sans l'interrompre. Pour la première fois de ma vie, mon père me laissait voir quelque chose sous son armure. Quelque chose de vrai. Quand tu m'as annoncé que tu t'étais engagé, sa voix s'est brisée, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était Daniel. Je suis resté parfaitement immobile. Des années de souvenirs m'apparaissaient soudain sous un autre jour. Les disputes, la colère, les critiques, la désapprobation constante. Je croyais que j'allais te perdre, toi aussi. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Mon père s'est frotté le visage. Pendant un instant, il a eu l'air d'un vieil homme épuisé. Pas le puissant homme d'affaires que tout le monde connaissait. Juste un vieil homme, portant des décennies de chagrin. J'étais terrifié. Il a ri amèrement. Et au lieu d'admettre ça, il a secoué la tête. Je t'ai puni pour ça. La vérité s'est installée lourdement entre nous. Ce n'était pas une excuse, mais une explication. Ce sont deux choses très différentes. Je l'ai compris. Et il l'a compris aussi. J'aurais dû être fier de toi. Sa voix tremblait. Au lieu de cela, chaque promotion me mettait en colère. Je l'ai fixé. Non pas parce que je doutais de ses paroles, mais parce que je le croyais. Chaque mot. Je n'arrêtais pas d'attendre que tu abandonnes. Il a ri doucement. Tu ne l'as jamais fait. Non.
Un faible sourire est apparu. Non. Pour la première fois de la matinée, nous avons partagé quelque chose qui ressemblait à de l'humour. Puis son sourire s'est évanoui. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Pas une seule fois. Pas à la mort de ses parents. Pas quand ses entreprises rencontraient des difficultés. Jamais. Maintenant, des larmes coulaient sur son visage, et il n'essayait même pas de les cacher. Je t'ai fait défaut. Les mots sont sortis brisés. À vif. Honnête. J'ai échoué en tant que père avec toi. J'ai senti mes propres yeux me piquer. Non pas parce que tout était soudainement réparé. Rien n'était réparé. Des années de dégâts ne s'effacent pas en une seule conversation. Mais l'honnêteté compte. La vérité compte. Et c'était la toute première conversation complètement honnête que nous ayons jamais eue. Il m'a regardé. Je suis tellement désolé, Rachel. Pas pour la succession. Pas pour l'enquête. Pas pour s'être fait prendre. Pour moi. Pour nous. Pour tout. La différence avait beaucoup d'importance. Le vent a de nouveau soufflé à travers les arbres. Quelque part, tout près, la cloche d'une église a sonné. Aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était plus inconfortable désormais. Il était juste lourd, et profondément humain. Mon père a essuyé ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'ai regardé le mur du mémorial. Des rangées de noms, des rangées d'histoires. Des rangées de personnes qui s'étaient sacrifiées. La vie enseigne des leçons difficiles. Parfois beaucoup trop tard. C'était peut-être l'une d'entre elles. Finalement, j'ai reporté mon regard sur lui. L'homme qui m'avait blessé. L'homme qui avait échoué avec moi. L'homme qui était toujours mon père. Et, pour la première fois en 20 ans, j'ai honnêtement envisagé de lui pardonner. Un mois après ma conversation avec mon père, au parc commémoratif des vétérans, l'affaire de la succession a finalement pris fin. À ce moment-là, la plupart des questions juridiques avaient trouvé leur réponse. L'enquête avait confirmé ce que le juge avait soupçonné. Plusieurs modifications de la succession de mon grand-père avaient été effectuées de manière irrégulière. Les actifs qui n'auraient jamais dû être détournés ont été restitués. La décision finale n'a rien eu de dramatique. Pas de cris, pas de scène de tribunal choquante digne d'une série télévisée. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. À la place, il y a eu des documents, des audiences, des corrections, et finalement, une résolution. Les dernières volontés de mon grand-père ont été respectées.